Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'un accessoire qu'on néglige trop souvent quand on court, à savoir la chaussette. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que pour moi, le confort et le plaisir passent avant tout. Et justement, j'ai découvert Pandous lors de ma préparation pour le marathon pour tous. Pandous, c'est une marque française de chaussettes techniques pensées pour les coureurs, les trailers et les cyclistes. Elles m'ont accompagné durant toute cette aventure sans une seule ampoule. Pandous, ce sont des chaussettes made in France, imaginées à Laval, confectionnées à Limoges à partir de fibres recyclées. Ultra confortables, respirantes et surtout conçues pour éviter tout frottement. Ce que j'aime chez Pandous, c'est cette idée simple. Proposer un produit durable qui respecte nos pieds et un peu plus la planète. Alors, que tu prépares un 10 km, un trail, un marathon ou que tu cours juste pour le plaisir, ça vaut vraiment le coup de les tester. Tu retrouveras l'ensemble des produits sur le site www.pandous.fr et tu pourras même passer commande. Je remercie Pandous de soutenir le podcast et maintenant, place à l'épisode. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir, comme chaque vendredi, de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et c'est une capsule aujourd'hui, l'œil de la diète, sur laquelle nous allons aborder avec Aude un sujet crucial. Le gras est-il vraiment l'ennemi de la performance sportive ? Ce taux de masse grasse, ces lipides ont souvent mauvaise presse. On est parfois même pour certains athlètes, certains sportifs, sur des régimes d'éviction. On chasse le gras. Pourtant, est-il un frein ou un moteur pour notre progression ? Alors pour répondre à ces nombreuses questions, Aude, diététicienne du sport, qui intervient au Krebs de Reims, va nous expliquer pourquoi le gras est absolument indispensable à notre corps, mais comment bien le choisir pour optimiser notre santé et nos chronos. Je vous laisse donc en compagnie d'Aude Bazin. Le gras est-il vraiment l'ennemi de la performance sportive ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et aujourd'hui c'est une capsule L'œil de la diète qui, je vous le rappelle, est enregistrée en partenariat avec Happy Run, marque française de nutrition sportive 100% naturelle à base de miel. Très bonne écoute à vous. Bonjour Aude, c'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle année avec ces capsules L'œil de la diète sur le podcast À côté de mes pompes. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un autre macronutriment. Après avoir fait les glucides et les protéines, on va s'intéresser aux lipides. Et ma question, Aude, d'emblée, est-ce que le gras est l'ami ou l'ennemi du sportif ? Bonjour Sébastien, écoute, le plaisir est partagé. Je suis toujours contente de venir parler nutrition avec toi. Alors, le gras, c'est pas du tout l'ennemi des sportifs. Il est absolument nécessaire d'en ajouter dans son alimentation et on va voir ensemble dans quelle mesure, dans quelle quantité et comment les choisir. Qu'est-ce que l'on entend, Aude, par lipides ? Est-ce que ce sont que des graisses que l'on va trouver dans nos aliments ou est-ce qu'il y a d'autres formes de lipides qu'on va pouvoir détailler dans cette capsule ? Alors, les lipides au sens large, ce sont toutes les graisses, donc à la fois les graisses constitutives des aliments, comme tu l'as remarqué, et aussi les graisses ajoutées qu'on va venir utiliser pour cuisiner, pour apporter un peu de matière grasse, enrober un peu nos aliments au moment où on cuisine. Dans notre composition corporelle, Aude, les lipides, ils représentent quelle proportion ? On voit souvent des athlètes qui indiquent leur taux de masse grasse. Alors déjà, est-ce que c'est fiable en termes de mesure ? Parce que ça, on peut toujours avoir des doutes sur la façon dont les calculs et ces mesures ont été prises. En moyenne, pour quelqu'un en bonne santé, ça représente quel ordre en termes de grandeur ?
Alors c'est une très bonne question, mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que c'est quelque chose qui va dépendre de l'état de forme, de l'âge, du sexe, d'un certain nombre de critères. Et si je donne là maintenant un pourcentage, je voudrais pas qu'il y en ait qui se disent je suis pas dans les clous. Et si je commence à faire un catalogue des pourcentages qui peuvent nous intéresser, on va y passer la soirée. Donc pour te donner un ordre d'idée, les pourcentages de masse grasse qu'on va rechercher chez des athlètes de haut niveau, ça va être de l'ordre de 18 à 22% pour une femme et de 8 à 12% pour un homme. En sachant que généralement, qui dit sportif de haut niveau, dit aussi sportif plutôt jeune. Et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, les compositions corporelles qui sont évaluées sur des appareils à impédance-métrie, notamment domestiques, comme les balances que l'on va trouver, donnent une vision assez erronée, c'est-à-dire qu'on a une marge d'erreur qui est relativement importante, donc on ne peut pas forcément trop s'y fier. C'est préférable d'aller voir un professionnel de santé pour le mesurer. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ? Parce que je me rappelle de certains diététiciens avec la pince, tu vois, on prenait le Oui. bourrelet, le pli. Est-ce que ça, c'est une mesure qui peut être fiable ou du moins sur laquelle on peut se baser en termes d'indice de masse grasse pour le corps ? Alors, la pince à pli, c'est une pince qui s'appelle la pince Harpenden, c'est celle sur laquelle on peut faire des mesures. Eh bien, c'est une pince que j'utilise aussi régulièrement en complément de l'impédance métrique que je fais avec un appareil spécifique. Et ça permet vraiment d'avoir un taux de masse grasse qui soit plutôt précis parce qu'on le fait sur des zones extrêmement précises, à plusieurs fois aux mêmes endroits. On fait une mesure de 4 plis cutanés. Et ça, oui, c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu au niveau international. Est-ce que cette question des lipides, Aude, elle revient souvent dans les discussions et les échanges que tu peux avoir avec les personnes qui viennent te consulter, à savoir des sportifs, des personnes qui viennent te dire « Moi, j'ai éliminé complètement les graisses parce que je veux soit perdre du poids ou du moins m'alléger considérablement ». Oui, ça revient assez régulièrement. Ça dépend du profil de la personne, de sa facilité ou pas à perdre du poids. Et ça revient aussi en fonction du type de sport que la personne pratique. Et plus on a des sports à visée esthétique ou des sports où on va avoir une recherche de sèche extrêmement importante, et plus les gens vont penser qu'il est absolument nécessaire de limiter au maximum le gras. Tu disais tout à l'heure que les lipides, ce bon gras, est utile pour le fonctionnement corporel. À quel niveau, sur le plan de notre corps humain, les lipides vont avoir un impact ? Quel est leur rôle finalement ? Alors, les lipides ont un rôle fondamental, un rôle plastique. Alors, ils ont un rôle qui va être différent en fonction du type de lipides, mais d'emblée, parce que tu as tout de suite dit les bons lipides, et dans les bons lipides, on va retrouver notamment les acides gras essentiels. Quand on dit essentiels, ça veut dire que nous, on ne sait pas les synthétiser et que si on ne les apporte pas dans l'alimentation, eh bien, on ne sait pas les fabriquer nous-mêmes de façon endogène. Donc, c'est là qu'on voit d'emblée que de toute façon, on en a besoin. Et donc, dans ces acides gras essentiels, on a particulièrement les oméga 3 qui vont avoir un rôle plastique, c'est-à-dire qu'ils vont atterrir sur la paroi des membranes cellulaires, en sachant que l'homme est composé de cellules, de milliards de cellules. On imagine tout de suite l'intérêt que ça a d'avoir ces fameux lipides. Et les oméga 3 vont agir aussi sur le côté émotionnel, c'est-à-dire que les oméga 3, ils vont venir avoir un impact sur le côté cognitif, les capacités d'apprentissage, de mémorisation, de concentration. Ils vont aussi avoir un impact si par exemple il y a parmi nos auditeurs des gens qui prennent des antidépresseurs, eh bien ça va booster l'effet des antidépresseurs, ça va optimiser cet effet-là. Les oméga 3, ça code génétiquement pour la lipolyse, donc pour la perte de poids. Ça a un effet anti-inflammatoire extrêmement intéressant. Ça a un effet
prébiotique. Ça agit pour lutter contre les allergies. C'est très documenté. On le retrouve dans beaucoup d'études scientifiques, notamment pour l'alimentation des nourrissons, mais pas que. On le retrouve aussi dans la prévention des états de peau qui sont délicats, comme l'eczéma, par exemple. Donc, tu vois, on le retrouve absolument partout dans le corps, parce qu'à partir du moment où on agit au niveau cellulaire, de toute façon, on va agir sur tous les types de cellules aussi. Et ce qui va être particulièrement intéressant par rapport à la performance, c'est que on disait, voilà, les oméga-3, on va les retrouver sur ce rôle plastique dans la fluidité membranaire de la cellule. Or, les globules rouges, c'est une cellule comme une autre. Et cette cellule-là, si elle est suffisamment fluide, eh bien le globule rouge, il va réussir à se déformer beaucoup plus facilement. S'il se déforme plus facilement, dans les micro-vaisseaux, c'est-à-dire par exemple au bout des doigts, il va réussir à passer plus vite, et donc on va avoir une meilleure circulation sanguine. Si on a une meilleure circulation sanguine, il y a des femmes que ça va intéresser parce que forcément, on a un petit peu moins de cellulite, c'est pas mal. On a un meilleur retour veineux, c'est bien aussi. Mais c'est aussi intéressant par rapport à la performance parce que ça veut dire qu'on va mieux oxygéner les tissus, qu'on va mieux apporter des nutriments aux muscles et donc qu'on va améliorer la performance. Alors moi j'étais, ce que tu disais tout à l'heure, sur ce côté anti-inflammatoire, j'ignorais totalement l'impact que ça pouvait avoir et tout ce que tu viens d'évoquer. Donc on voit que c'est multifactoriel, multifacette, et il convient donc d'en consommer. Dans ces personnes, ces patients, ces sportifs que tu peux suivre, est-ce que tu constates un manque, des carences assez flagrantes dans cette consommation des oméga 3 et de ces acides gras essentiels ? Alors c'est quasi systématique. Parce que, en fin de compte, c'est très simple. D'une part, il y a un déficit d'apport qui est lié au fait que les oméga-3, on les trouve pas dans beaucoup d'aliments. Et par ailleurs, cet apport en oméga-3 doit être doublé d'une précaution de consommation d'un autre type d'acides gras essentiels que sont les oméga-6. Alors, ce sont toujours des acides gras essentiels, donc c'est toujours nécessaire d'en avoir, mais leur rôle est plutôt pro-inflammatoire. Alors attention, c'est pas parce qu'on prend des oméga-6 que on va risquer une grosse inflammation. C'est toujours mieux que de prendre du beurre à gogo. Maintenant, la difficulté, c'est d'avoir un bon équilibre, un bon ratio entre la quantité d'oméga-3 qu'on va consommer et la quantité d'oméga-6. En sachant que tous les deux, ils sont en compétition. C'est-à-dire que si tu fais l'effort de manger suffisamment d'oméga-3 dans ta journée, ou au cours du même repas, et que tu arroses copieusement ta salade riche en oméga-3 d'une bonne huile de tournesol ou de pépins de raisin qui, elle, est riche en oméga-6, malheureusement, c'est les oméga-6 qui vont gagner, et les oméga-3, ils vont pas servir à grand-chose. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué, c'est que généralement, les gens savent qu'ils ont besoin d'oméga-3, et ils essayent de faire attention, mais leur alimentation est trop importante en oméga-6 à côté, parce que là, en fin de compte, toute notre alimentation est naturellement riche en oméga 6 de manière générale. Et donc, le ratio, il est pas bon. Il peut aller jusqu'à 1/40. Alors que ce qu'on voudrait, c'est avoir un oméga 3 pour 3, voire 5 oméga 6. Et chez les sportifs de haut niveau, on va plutôt chercher un ratio de 1 pour 2. Donc, plus on cherche la performance, plus on veut que ce ratio soit différent, soit plus bas. Et ça, c'est compliqué. Comment se tourner, Aude, vers les bonnes graisses ? Parce que je te disais tout à l'heure, il y a des bonnes graisses, donc sans doute qu'il y en a des mauvaises, ce qu'on vient de dire, celles qui peuvent être plutôt inflammatoires et qu'on va peut-être laisser un petit peu de côté. Au quotidien, quelle est ta stratégie pour apporter suffisamment d'oméga 3, de bonnes graisses dans une alimentation qui sera la plus équilibrée possible en fonction de ce que l'on peut faire, du moment de la journée et surtout de où on se trouve, parce que c'est pas toujours facile d'avoir à disposition peut-être ces bons aliments. Complètement, c'est toute la difficulté. Alors, au quotidien, déjà, on peut essayer de miser sur les oméga-3 végétaux qui sont relativement simples à trouver, c'est-à-dire sous forme d'huile, consommer de l'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'huile de caméline par exemple. Ce sont des huiles qui sont très riches en oméga 3. Toutes les huiles qui sont riches en oméga 3, une fois qu'on les a ouvertes, on les conserve au réfrigérateur et on les consomme dans les 3 mois. Donc on note bien la date d'ouverture sur le flacon, c'est important. Elles ne vont pas figer. Si vous faites ça avec l'huile d'olive, vous allez maudire. Mais avec l'huile
les huiles riches en oméga 3, ça reste fluide. Ensuite, on peut consommer aussi des oléagineux qui sont riches en oméga 3, comme les noix, une fois encore, et puis les graines de lin. Alors les graines de lin, elles ont aussi d'autres vertus. Elles sont riches en fibres aussi, elles vont avoir un impact très intéressant sur les hormones, mais je vous rassure tous, ça va pas vous faire pousser des seins ou de la barbe, quoi qu'il en soit, donc aucun souci par rapport à ça, c'est toujours bénéfique. Et donc les graines de lin, quand on en consomme, ce qu'il faut, c'est penser à les moudre avant consommation. Maintenant, si ça vous saoule de moudre une cuillère à soupe de graines de lin par jour, vous pouvez le faire pour une semaine. Donc, vous prenez 7 cuillères à soupe par exemple, si c'est pour votre usage personnel, et une fois que ça c'est fait, il faut les mettre dans un pot à confiture vide par exemple, et puis le refermer et le placer au réfrigérateur parce que ça rancit très vite une fois que c'est moulu. Donc ça fait partie des graisses végétales qui peuvent être utiles. Ensuite, les oméga 3 aussi végétaux et un petit peu plus spécifiques, c'est les oméga 3 de type DHA qu'on va trouver en provenance des algues sous forme d'huile. Alors là, quand je dis c'est spécifique, ça se trouve surtout en magasin spécialisé, voire uniquement sur Internet. On va maintenant passer aux oméga 3 de type animal. Et ça, c'est un petit peu différent. Dans les oméga 3, il y a donc deux familles, les végétaux et les animaux. La différence entre les deux, c'est que quand on consomme les oméga 3 végétaux, notre corps va avoir besoin de faire encore quelques opérations de désaturation pour qu'ils soient biodisponibles et pour qu'ils aient la même forme que ceux des poissons des mers froides, qu'on va rechercher parce qu'ils sont plus qualitatifs et qu'ils ont déjà cette forme biodisponible que vous connaissez très certainement, qu'on appelle EPA-DHA. Et donc, c'est des oméga 3 de type EPA-DHA, on va les trouver dans les poissons des mers froides, donc sardines, maquereaux, anchois, harengs, saumon, la truite aussi. On va les trouver aussi dans un autre type d'aliments d'origine animale que je trouve particulièrement intéressant, ce sont tous les aliments de la filière bleu-blanc-cœur. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est une filière qui provient du Grand Ouest et qui se développe sur tout le territoire, mais on trouve, malgré tout, je trouve, un plus bel assortiment dans le Grand Ouest que partout ailleurs en France. Et donc, c'est une filière dans laquelle les agriculteurs s'engagent à nourrir leurs animaux avec des graines de lin et de la luzerne. Ce qui fait que le produit fini est plus riche en oméga 3, mais d'oméga 3 du même type que ceux des poissons des mers froides. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que quand on mange des œufs bleu-blanc-cœur, du lait, de la crème, du beurre, alors bien sûr, on est d'accord qu'on n'est pas sur une huile et qu'il y a aussi des acides gras saturés, mais néanmoins, on a quand même ces oméga 3 d'origine animale qui sont intéressants notamment pour les personnes qui ont du mal, soit gustativement ou qui ne digèrent pas bien ces petits poissons dont on parlait. En termes de consommation, Aude, on va revenir sur les huiles tout à l'heure, mais de ces petits poissons, on est sur une consommation hebdomadaire, plusieurs fois par semaine, et est-ce que une sardine en boîte aura les mêmes propriétés qu'une sardine fraîche que l'on va pouvoir faire? Alors là, c'est plus trop la saison en cette période d'hiver, mais je pense l'été au barbecue par exemple. Alors, c'est une super question. Je pense qu'il faut regarder les choses avec un petit peu de distance parce que rien n'est jamais parfait. C'est-à-dire que, évidemment, je préférerais une sardine fraîche. Mais dans la vraie vie, qui en ce moment a envie d'acheter des sardines fraîches et de les faire à la maison dans sa cuisine? C'est difficile. D'autant plus que quoi qu'il en soit, quand on fait des sardines au barbecue en été, eh bien, tout à l'heure, je t'ai dit, on met les huiles au frigo parce que les oméga 3, c'est fragile, ça rancit vite. Donc, tu te doutes bien que quand on fait griller une sardine, il reste plus grand-chose des oméga 3. Et c'est tout le problème, c'est que c'est fragile, donc on va essayer d'éviter les traitements thermiques trop violents. On va essayer plutôt de faire des cuissons dans un bouillon vinaigré, tu sais, façon, comment ça s'appelle déjà? Comme les roll mops, tu vois? Ou tout simplement mariner avec un peu de citron et les manger plutôt crus. Et là encore,
on ne touche pas tout le monde parce que tout le monde n'aime pas forcément cette manière de manger les poissons. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Il faut adapter en fonction de ses envies la consommation des petits poissons. Pour ce qui est des huiles, Aude, quelle serait la quantité, on va dire, optimale par jour et par personne? Est-ce que les hommes sont à égalité avec les femmes? Est-ce qu'il y a des besoins plus importants d'un côté de l'autre? Est-ce que comme les glucides et les protéines, on est sur des grammes au poids de corps? Comment ça se passe pour l'ingestion de ces différentes huiles? Alors oui, on est plutôt sur une question de grammes au poids de corps, mais sur les oméga 3, qui peut le plus, peut le moins. Alors, j'aimerais juste revenir avant sur les fameuses sardines, parce que pour répondre complètement à ta question, j'ai rien contre les sardines en boîte, notamment parce que sur le marché français, nous, on aime les sardines qui sont pas trop cuites et il y a une seule cuisson dans les sardines en conserve. Donc, et en plus, ce sont généralement des cuissons plutôt basse température qui vont pas au-delà de 140 degrés. Donc moi, j'ai aucun problème avec les petits poissons en conserve qui vont garder la majeure partie de leurs propriétés. Et on n'oublie pas non plus le foie de morue en conserve, qui peut être très très bon sur du pain grillé. Pour les sardines, qu'elles soient à la moutarde, au vin blanc ou à la tomate, peu importe, la cuisson sera de toute façon la même. La cuisson est la même, la recette va être différente et là encore, ce qu'on peut faire, c'est essayer de regarder les recettes les plus simples, mais in fine, ce qui va compter, c'est d'en consommer. Donc, peut-être que parfois, il y a un additif. Peut-être que effectivement, c'est pas parfait. Mais ce qui est important, c'est de voir la balance entre ce qui est transformé, très transformé, et ce qui l'est beaucoup moins. Et ça reste préférable de manger des sardines en conserve avec peut-être une recette qui pourrait être plus simple, plutôt que un paquet de nouilles instantanées. Je te dis ça d'autant plus facilement que j'ai vu ce midi au journal télévisé un reportage sur les nouilles instantanées. Et j'étais effondrée de voir que ça a un succès fou. Mais bon, passons. Et donc, sur la quantité d'huile par jour, on peut considérer que, en termes de matière grasse par jour, il est souhaitable d'avoir aux alentours de 1 à 1,1 g de lipides par kilo de poids corporel et par jour. Que l'on va amener parfois à la hausse ou à la baisse en fonction de son profil, en fonction de son objectif sportif aussi, selon qu'on a besoin de perdre du poids ou pas, parce que s'il faut plus de glucides, eh bien forcément pour maintenir une balance énergétique stable, il faudra un petit peu diminuer les lipides, pardon. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de garder en tête que, faisons simple, 2 cuillères à soupe d'huile par jour, dont au moins une riche en oméga 3, donc lin, colza, caméline, ce sera très bien. Et en ce qui concerne les petits poissons gras, on essaye de consommer entre 250 et 300 grammes de poisson par semaine. Est-ce qu'il est notable de voir des personnes qui ont des carences et si oui, comment elles se manifestent? Si on est carencé en oméga 3, quelles vont être les répercussions sur le corps? Alors c'est une excellente question, mais c'est pas facile d'y répondre parce que les signes sont pas spécifiques. On va pas se dire tout de suite je manque d'oméga 3, c'est pas question première qu'on va se poser. On sait qu'il y a une corrélation entre le déficit d'oméga 3 et certains signes dont je te parlais tout à l'heure, comme des troubles anxio-dépressifs, de l'eczéma, des allergies, un certain nombre de problématiques. Mais pour autant, je peux pas te dire, prends des oméga 3, tu verras, ça ira mieux. Typiquement, sur quelqu'un par exemple qui a des troubles anxio-dépressifs, déjà rien que de faire du sport, ça peut faire autant d'effet que de prendre des oméga 3. Si on prend les deux en même temps, c'est encore mieux. Et en fin de compte, je ne crois pas à une recette miracle qui pourrait faire que la personne irait mieux. Mais ça, c'est vrai pour toutes les prises en charge. Donc les oméga 3, c'est pas, pour le coup, c'est le cas de le dire, c'est pas l'alpha et l'oméga de chaque prise en charge en fin de compte. Mais ça contribue au bien-être général. Une personne qui aurait tendance à avoir des inflammations, des tendinites récurrentes, il y a peut-être là un facteur à soulever sur sa consommation ou pas d'oméga 3? Oui, alors
effectivement, on peut penser aux oméga 3, mais il faut prendre les choses avec un peu plus de hauteur malheureusement parce que ça peut être global. Généralement, une tendinite, ça peut être lié à un terrain inflammatoire qui provient aussi de l'intestin, qui va provoquer d'autres conséquences, notamment un terrain acido-basique plutôt déséquilibré et qu'il va falloir essayer de remettre d'équerre. Donc, il n'y a pas que les oméga 3 à prendre en compte. Là-haut, on parlait des aliments qu'on va pouvoir apporter. On l'a vu, les huiles dans nos salades, les petits poissons. Pour ce qui est de la cuisson, vers quoi on peut se tourner ? Est-ce que le beurre est la bonne source de graisse pour nos aliments, pour les cuissons ? Est-ce que l'huile d'olive en fait partie également ? Comment on peut les utiliser ? Et est-ce qu'il y a vraiment des précautions par rapport à cette montée en température des huiles ? On le disait, les oméga 3, ça aime pas trop la chaleur, donc on va peut-être pas les utiliser pour la cuisson. Alors, qu'est-ce que l'on met pour cuire nos aliments ? Alors déjà, on évite la margarine. Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, et pourtant, il y a des gens qui en utilisent. La margarine, on peut être tenté, notamment parce qu'il y a des publicités qui disent que leurs produits sont riches en oméga 3, que c'est bon pour le cholestérol. C'est vrai, les oméga 3, c'est bon par rapport au cholestérol. Et que leur margarine spéciale oméga 3, elle est super pour la cuisson. Alors ça, c'est quelque chose qui me dépasse, j'avoue. Si quelqu'un est prêt à m'apporter des informations, je suis preneuse parce que je ne comprends pas comment on peut avoir des oméga 3 et faire cuire en même temps, c'est pas possible. Donc moi, je suis plutôt à proposer de l'huile d'olive pour la cuisson, tout simplement parce que l'huile d'olive, c'est des oméga 9. Et tout à l'heure, on a parlé de compétition oméga 3, oméga 6. C'est vrai. Maintenant, les oméga 3 s'entendent très bien avec les oméga 9. Donc, on peut tout à fait faire cuire, par exemple, un steak avec un filet d'huile d'olive dans une poêle. Et puis, à côté, manger une salade ou des légumes qui sont arrosés d'un peu d'huile riche en oméga 3. Ça fonctionne très, très bien. L'huile d'olive, elle supporte jusqu'à 180 degrés. Alors, l'objectif, c'est pas d'avoir un thermomètre à sonde dans le fond de sa poêle pour savoir jusqu'où on peut aller. C'est simplement de se dire que si on voit qu'il y a de la fumée qui sort, c'est que c'est pas bon, il faut jeter l'huile et puis il faut recommencer. Et ça, c'est vrai pour à peu près toutes les huiles, en fin de compte. L'huile de coco, elle supporte jusqu'à 200 degrés. Maintenant, il faut aimer le goût. Et le beurre, il est à limiter et je préfère le beurre cru sur les tartines du matin. D'une part parce que si on choisit un beurre de bonne qualité, qu'il soit bio ou bleu blanc cœur par rapport à justement son profil en oméga 3, c'est plus intéressant. Ça contient de la provitamine A, c'est parfait pour la vision, donc on va pas tirer à boulet rouge sur le beurre. Mais le beurre, quand il cuit, lui, il va devenir toxique. Alors il y a une astuce pour ceux qui vraiment aiment cuisiner au beurre, c'est de se dire bon, on sait qu'on n'est pas en train de faire le truc le plus sain du monde, mais au moins pour limiter les dégâts, faire du beurre clarifié. C'est-à-dire, comme les grands chefs, c'est on prend 1 kilo de beurre, faut pas faire ça avec une petite quantité, ça vaut pas le coup. On prend 1 kilo de beurre, on le fait fondre dans un saladier au bain-marie, et puis quand il est bien fondu, on va avoir 3 phases. La première phase, sur le dessus, c'est un genre d'écume, ça donne pas très envie, on le retire. On a la phase du milieu, c'est à peu près 80-85% du beurre, et ça, c'est un beau jaune d'or. Il est bien fondu, on va le verser dans un pot et on va le remettre au réfrigérateur. Il va figer et il va se conserver très longtemps, des semaines, des mois au réfrigérateur. Et la dernière phase, la phase du dessous, c'est un résidu d'eau, de petit lait, et c'est ça qui fait cramer le beurre à la cuisson. Ça, soit on le jette, ou alors on peut le mettre dans une pâte à crêpes, ce qu'on veut, parce que c'est tout à fait consommable. Et à ce moment-là, on peut effectivement faire cuire avec ce beurre clarifié, et ça ne brûlera jamais. Donc ça, c'est moins mauvais pour les artères. Quand tu dis du beurre de bonne qualité ou bleu blanc cœur, qu'est-ce qu'on regarde quand on achète sa plaquette de beurre ? C'est le taux de masse grasse tout simplement ? Parce que moi je pensais, si c'est du beurre, il va y avoir à l'intérieur que des lipides. Et en fait non, on en a à 60, 70, 80%. Comment on fait pour le choisir ?
Alors, du vrai beurre, c'est du beurre à 82% de matière grasse. Un beurre qui est à 60%, ben, tu payes pour de l'eau. Moi, je trouve que c'est du vol, donc c'est peut-être un peu moins cher, mais heureusement que c'est moins cher parce que c'est pas normal. Du vrai beurre, c'est 82% de matière grasse. Ensuite, dans les beurres, on va trouver différentes qualités. Il y a le beurre gastronomique, le beurre fin, le beurre extra fin. Ça va dépendre des procédés de fabrication. Un beurre extra fin, il est fait à partir d'une crème qui n'a jamais été congelée, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Le beurre de Bharat, c'est un beurre qui a été malaxé, ce qui permet d'avoir un beurre qui est plus tendre quand on le sort du réfrigérateur. Ça, c'est super pratique parce que les gens qui se tournent vers la margarine, par exemple, c'est souvent des gens qui me disent « Ah oui, mais moi, c'est plus facile à tartiner. » J'entends l'argument, il n'y a aucun problème. Ils veulent pas casser leur biscotte, en fait, c'est pour ça. Ils se tournent vers la margarine. Complètement. Et dans ce cas-là, il faut passer au beurre de Bharat parce que souvent, c'est plus facile à tartiner. T'as oublié un beurre, et ça, nos amis bretons vont peut-être nous taper sur les doigts, c'est le beurre salé, qui pour eux est le seul vrai beurre. Oui, mais je l'oublie pas. Simplement, en fait, pour tout te dire, j'ai essayé de faire du beurre clarifié avec du beurre salé, parce que quand même, la moindre des choses, c'est d'avoir du beurre salé. Mais en fait, les cristaux de sel, on les retrouve dans l'écume. Donc c'est dommage. En fait, on les perd. Donc ça n'a aucun intérêt d'utiliser du beurre salé pour faire du beurre clarifié, tout au moins. Pour le quotidien, je ne dis rien, mais pour ça, ça vaut pas le coup. Aude, dans la répartition de ces oméga 3, et notamment tu parlais du beurre, est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est finalement filant dans la journée sans avoir de période où le corps va être le plus à même de les utiliser? Alors, excellente question. La difficulté, c'est que les oméga 3, ce sont des graisses qui sont très facilement oxydables. C'est la première chose qu'on va oxyder. Donc, si tu prends des oméga 3 dès le matin, ben, tu vas les cramer tout de suite. C'est un peu dommage. Et l'objectif, c'est qu'on les garde, d'autant plus quand on est en déficit. Donc, idéalement, s'il y a un choix à faire, c'est plutôt le soir. Mais on est bien d'accord que si tu as choisi un beurre bleu blanc cœur pour tes tartines du matin, bah c'est dommage. Faut pas s'en priver en fin de compte. Et je pars du principe qu'il faut essayer d'essayer de se prendre la tête le moins possible sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'on fait des efforts pour mettre des oméga 3. Bon, c'est peut-être pas le moment idéal, mais on en a. Et c'est déjà pas si mal. Maintenant, sur le choix des poissons, si il y a des poissons gras, oui, c'est vrai, c'est des protéines, c'est génial, c'est plein d'oméga 3, mais je trouve ça préférable de les manger le soir plutôt que le matin ou le midi. Parce qu'effectivement, c'est le soir, on va les conserver, on va les garder, le corps va s'en servir, il va les utiliser, et là, on est vraiment très très bien. Pour aborder un sujet là peut-être un petit peu plus médical sur les personnes qui sont frappées par du cholestérol ou avec des limites qui peuvent les faire basculer dans cette pathologie, comment on peut les guider pour avoir une bonne consommation de ces graisses dans leur alimentation? Alors, quand on a du cholestérol, il faut déjà essayer de savoir si c'est un cholestérol familial ou si c'est un cholestérol qui s'est installé récemment. Les deux prises en charge sont différentes. Quand il y a une hypercholestérolémie familiale, on va limiter les aliments qui sont eux-mêmes riches en cholestérol, comme par exemple les œufs, parce que là, on sait que faut pas jouer avec ça. Et souvent, il va y avoir un accompagnement médical et la diététique va être là pour soit limiter les médicaments qu'on va mettre en place, soit essayer de faire des synergies pour faire en sorte que le traitement soit le plus efficace possible, en fonction de tout taux de cholestérol qui est évalué. Et puis quand on a une cholestérolémie qui s'est installée récemment, eh bien ça peut être intéressant de limiter les graisses saturées. Pas nécessairement le cholestérol en tant que tel, c'est-à-dire que les aliments qui sont naturellement riches en cholestérol comme les têtes de crevettes, l'œuf, c'est pas ça qu'on va limiter, ça changera pas grand-chose. Le cholestérol, il est endogène, on le fabrique, c'est comme ça. Mais on va essayer de limiter les graisses saturées, c'est-à-dire tout ce qui est d'origine animale, les viandes grasses, pas nécessairement la viande rouge, quoique de toute façon, il est préférable de limiter sa consommation de viande rouge à 2 ou 3 fois par semaine, mais les viandes grasses, on y fait attention. La charcuterie, on la limite à peu près 150 grammes par semaine maximum. Et le fromage, la crème, le beurre. Quand je dis on limite, ça veut pas dire qu'on arrête complètement, ça veut dire que, en fonction de sa fréquence de consommation, on essaye de
diviser soit par 2, soit par 3, en fonction de ce qui paraît acceptable à tout un chacun. L'objectif, c'est que ce soit tenable au long cours. Ça sert à rien de se priver de tout, de tenir 15 jours et puis de revenir comme avant parce qu'on se dit c'est pas fait pour moi. Petit pas par petit pas, on va ajouter ou retirer un élément sans vouloir tout révolutionner. C'est ce qu'on dit depuis que on enregistre ces capsules ensemble. On fait avec ses moyens, c'est déjà mieux que rien sur certains aspects et on ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Complètement. Aude, pour les personnes qui n'auraient pas l'envie de se tourner vers les poissons parce qu'ils n'aiment pas forcément cela, est-ce que la complémentation avec des capsules d'oméga 3, c'est une bonne solution? Mais il faut peut-être faire attention parce que tu parlais d'oxydation. Est-ce que ce qu'on nous vend dans le commerce comme étant des oméga 3 encapsulés, est-ce qu'ils ont encore des propriétés que l'on peut retrouver dans les oméga 3 qui sortiraient soit de l'huile fraîchement pressée ou de notre petit poisson? Alors, oui, effectivement, tout simplement, il faut bien les choisir. C'est-à-dire que entre la grosse boîte d'oméga 3 transparente à pas cher qu'on trouve chez Action, et j'ai des patients qui m'en ont parlé, et les oméga 3, c'est vrai, plus onéreux qu'on trouve en pharmacie, qui vont avoir un certain nombre de labels, EPAX avec un index Totox. Alors tout ça, c'est des mots un peu barbares, mais qui disent globalement que on t'assure que effectivement l'oméga 3 n'est pas oxydé et qu'il va pas faire plus de mal que de bien. Il y a pas photo, il vaut mieux aller le choisir effectivement en pharmacie. C'est toujours préférable. Maintenant, c'est vrai aussi pour nos huiles, pour tous nos aliments. C'est-à-dire que une huile qui a trop chauffé, ça va faire mal. Ça va faire plus de mal que de bien. Une huile qui est restée longtemps dans un placard, tu vois bien à l'odeur qu'elle est rance, qu'elle est oxydée. Tout ça sont des choses qui sont nécessaires de regarder au quotidien. Le choix de l'huile, par exemple, tu te dis l'huile de noix, super, ça tombe bien, j'aime bien ça. Et puis on achète une huile de noix en grande surface qui est dans une bouteille en plastique. C'est pas forcément l'idée du siècle parce que le plastique en contact avec le gras, il va y avoir une migration de microplastiques dans le gras. Donc dans ces moments-là, il est préférable de se dire si j'arrive pas à m'acheter une bonne huile première pression à froid, c'est pas grave, j'achète une huile moins chère de type colza, ça me plaît peut-être un peu moins mais au moins c'est plus qualitatif. Tu as des huiles à recommander? Je pense à la Isio 4. Est-ce qu'elle est si bonne que cela, cette huile que l'on trouve dans nos supermarchés? C'est l'exemple typique de ce que je recommande d'éviter, dans le sens où, ok, elle est équilibrée, dans le sens où il y a effectivement un mélange de plusieurs huiles, mais on est typiquement dans cette bouteille plastique avec des huiles qui sont pas de première pression à froid, qui sont pas issues de graines d'origine biologique. Alors je suis pas forcément une aficionado du bio à tout crin, à 100%, parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire ça, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'une fois encore, on fait chacun de son mieux. L'huile de colza, toute simple, avec une huile d'olive, en essayant de choisir la meilleure qualité qu'on peut en fonction de ses moyens, c'est mieux qu'une huile Isio 4 qui nous donne l'impression qu'on a fait le boulot alors que c'est pas vrai. Faut pas se laisser abuser par la publicité. C'est vrai aussi pour ces fameuses margarines, on parlait cholestérol à l'instant. Les margarines qui sont parfois riches en phytostérol, qui nous promettent de faire baisser le cholestérol, c'est vrai, mais pour que ça fonctionne, il faut en consommer au moins 30 grammes par jour. Et je ne vois pas trop, en tout cas dans ma patientèle, de gens qui consomment un minimum de 30 grammes de margarine par jour. Généralement, c'est des gens qui font déjà attention, qui essayent de varier leurs huiles. Et en plus, ce sont des produits qui, de toute façon, sont chers. Donc, quitte à mettre un peu d'argent dans un aliment, essayez de choisir différemment. Donc, plutôt des petites quantités. Et ce que tu disais, de les conditionner au frigo en indiquant la date, parce que au-delà de 3 mois, on peut avoir une perte, voire un anéantissement des qualités nutritionnelles. Complètement. Aude, est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur cette capsule consacrée au gras
Était-ce l'ennemi du sportif ? On peut dire aujourd'hui que non, à l'issue de notre enregistrement. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur des aspects qu'on n'aurait pas abordés ensemble ? Le dernier aspect que je vois, ce serait les avocats dont on n'a pas trop parlé, qui est un aliment intéressant parce que riche en phytostérol, qui va faire baisser le taux de cholestérol. Alors, il ne contient pas d'oméga 3 pour le coup, mais ce sont des bonnes graisses. Attention de ne pas en abuser parce qu'il est très gourmand en eau, en termes de culture, que c'est pas forcément très écologique comme aliment, mais il a tout à fait sa place, même si c'est un aliment gras, et il peut faire plaisir, donc pourquoi pas en manger une fois de temps en temps. Alors, moi, je suis un peu fâché avec les avocats parce que j'ai beau essayer de les choisir correctement, et tu vas peut-être me donner une astuce pour mieux les choisir. On m'en vend des mûrs à point, et bien souvent, quand je les coupe, à l'intérieur, ils sont déjà filandreux ou tout noirs. Alors, comment on fait ? Alors, c'est une bonne question. Je me fais encore avoir, je te rassure, de temps en temps. Mais globalement, moi, ce que je fais, c'est que je les choisis bien durs, verts. De toute façon, ils sont tous affinés aujourd'hui. Ils passent tous par des caves d'affinage, presque comme les fromages. Et quand je les achète, je m'attends pas à les consommer le jour même. Je les mets dans une coupe à fruits à côté des pommes qui vont permettre justement le mûrissement des avocats dans les jours qui viennent. Et comme ils sont bien durs généralement, eh bien je sais qu'ils n'auront pas ces taches noires de temps en temps par endroits qui montrent qu'il y a des personnes qui ont essayé de voir s'ils étaient suffisamment mûrs. Donc je les choisis durs et verts et je les laisse mûrir à la maison. Aude, pour conclure cette capsule consacrée aux lipides, aux oméga 3, à ce gras pour le bien-être des sportifs, est-ce que tu peux résumer en 3 points comment on peut procéder pour avoir suffisamment d'apport dans ce macronutriment que sont les lipides ? Eh bien, pour résumer, Sébastien, je dirais que les lipides, il faut essayer d'être entre 2 cuillères à soupe par jour et 1 gramme par kilo de poids corporel et par jour. Et d'essayer à la fois de limiter les graisses saturées sans forcément s'en priver et de privilégier les huiles végétales en laissant une place de choix aux huiles qui sont riches en oméga 3 et essayer de choisir un poisson gras, idéalement 2 par semaine et ce sera parfait. Eh bien, merci Aude pour tous ces conseils. On peut inviter les auditeurs à venir nous partager leurs astuces. Est-ce qu'ils consomment de l'huile de colza, de l'huile de lin ? Est-ce qu'ils ont peut-être des huiles d'olive de prédilection ? À vous les réseaux, à vous chers auditeurs de nous remonter vos différentes recommandations. Et puis Aude, eh bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule, l'œil de la diète. Merci Sébastien, à très bientôt. À très bientôt et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!